Et donc on a eu envie de se faire connaître. Et comme cette année c'est la 30e année de l'installation du laboratoire dans les locaux, c'était donc l'occasion d'organiser cette porte ouverte. Alors je m'appelle Olivier Barge, je suis le responsable du laboratoire CNRS ici à Jalès. Et nous sommes une toute petite structure avec 4 permanents plus 2 émérites. Mais nous dépendons d'un laboratoire qui s'appelle Archéorient et qui est situé à Lyon. Et c'est la raison pour laquelle, ici, de nombreux collègues lyonnais sont venus nous aider pour nous prêter main forte dans l'organisation de cette journée. Les 2 sites, Lyon et Jalès, travaillent sur les mêmes thèmes et dans la complémentarité. Et donc, j'aimerais vous présenter mes collègues. Et puis, je les remercie d'être ici aujourd'hui pour nous prêter main forte pour cette manifestation. Donc, nous avons Yann Callot, qui est professeur de géographie à l'Université de Lyon 2, tout fraîchement à la retraite, et qui a un bureau ici à Jalès. Emmanuel Villa, archéozoologue, et qui est aussi la directrice d'Archéorient. Alors, je vais lui laisser un tout petit peu le micro. Donc, juste, merci beaucoup de votre présence. La journée, j'espère que vous resterez toute la journée avec nous, parce qu'on vous a préparé beaucoup de choses. Je redonne la parole à Olivier Barge. Bonne journée. Emmanuel Régagnon, archéologue, qui est basé ici à Jalès. Daniel Storder, donc archéologue également, qui est directeur de recherche émérite, donc aussi basé ici à Jalès. Christophe Bénèche, qui est géophysicien, archéologue géophysicien. Frédéric Abès, archéologue, spécialiste de technologie lithique. Maudouin Poulmar, qui est aussi archéologue et spécialisé en anthropologie biologique. Claire Piguet, spécialiste de documentation et de communication. Après, qui se cache derrière Saher Yarta, archéologue. Juan, un ami espagnol qui termine son séjour ici d'études du matériel. Linda Herveux, archéozoologue. Archéobotaniste, excusez-moi. Bérénice Chorel, archéologue, elle aussi spécialisée en anthropologie biologique.
Ariane Muto, pardon, archéologue, et François Barbeau, qui est aussi basé ici et qui est logisticien. Bonjour, merci d'être là, nombreux. Ça me fait particulièrement plaisir parce que j'ai souvent parlé ici ou dans une autre salle à Jalès. Et voilà, ça me fait plaisir que vous soyez toujours là et parmi vous des fidèles de toujours. On a parlé de Jacques Cauvin tout à l'heure. Moi, il me fait plaisir de vous en donner une image. Parmi vous, il y en a beaucoup qui l'ont connu. Et voilà. Donc, il y a 13 000 ans environ, au Proche-Orient, avant, ailleurs, commence une vraie révolution. C'est une révolution tranquille. Elle va durer 4000 ans, pacifique. Et cette révolution, c'est donc le passage entre le mode de vie de toujours, qui est chasse, pêche, cueillette, et l'économie de production, de subsistance. Alors, Linda Herveux, tout à l'heure, va vous parler de cette avancée. En général, on est assez gourmand quand on est sur le terrain et on prélève. Donc, j'ai effectivement en réserve beaucoup d'échantillons. Et puis, effectivement, comme la série s'est fermée, les chercheurs se sont donc orientés vers les pays limitrophes, donc Liban, Jordanie, péninsule arabique, ou même un petit peu plus au nord, Caucase, l'Arménie, etc. Voilà. Donc j'ai réorienté effectivement mes terrains de recherche. Mais qui concernent toujours l'agriculture et le rapport entre l'homme et le milieu végétal. Merci. Merci. Casser l'arête. Exactement, pour l'écraser. Parce que je vais taper dessus. C'est vraiment le point important là. Tout le soin que je mets. Ah oui, ça je me doute. Le son aussi, peut-être. Oui, on entend le son. Le son, mais on entend d'ailleurs. C'est là, on va chercher le tri, is, ton. Et on va les écrire. Alors. On va utiliser des papiers noirs. Ah, comme là-bas. Regardez, et là, on dirait même qu'ils forment une ligne. Hein. Et toute une ligne de coquillages. Il est pas très propre en fait. Ah, vous êtes arrivé. Polystyrène. Qu'est-ce que c'est? Du polystyrène. Du polystyrène. Du polystyrène archéologique. Wow. Ils ont fait fort, hein. Qui a tamisé le sable? Moi, les crêpes, je ne comprends pas peut-être. Alors attention, hein. Soyez doux. Il y a du polystyrène archéologique. Ouais. Super, en fait. Il y a plein d'échanges à la fois dans la Mésopotamie, en passant par le golfe arabo-persique, le long
parce qu'on a eu une grande civilisation dans cette zone-là, qui est la civilisation qu'on appelle de l'Indus. Il y a eu énormément de contacts, et puis il y a tous les contacts avec l'Égypte, bien sûr. Alors c'est des matériaux, des pierres précieuses, tout ce qu'on veut. Chaque région permet d'avoir l'accès à des produits qu'on ne trouve pas forcément chez soi. On pense qu'en Mésopotamie, ils commerçaient beaucoup quelque chose qui ne laisse pas de traces, c'est la laine d'ailleurs. On pense que ça devait être vraiment une région de production de laine, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils échangeaient en fait, pour les produits. Ça devrait aller. Ils ont fait une tête de lance, celui-là c'est pour un homme très fort et pour la chasse à l'éléphant. Et voilà. Vous voyez. Et maintenant j'ai une place parfaitement plate. Et je peux voir, ça tient malade. Moi j'avais cru que c'était goûté. Ah non, c'est pas vraiment réussi. Comme si. Quelle insolence. Non, ça pouvait pas être mieux. Ah d'accord, c'est beau là. Maintenant je continue de régulariser un petit peu. La cage là ici. Et ça passe les chiens le lien animal domestiqué parce qu'il sait faire quelque chose. Voilà. C'est pour ça Ça, c'est la grande limite. Par exemple, vous avez un couple électrique. ça peut se faire aussi en négatif. Il n'y a que positif. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas passé les gens dans des rêves, en chansons, etc. C'est une ville un petit peu comme Petra. Mais la ville, en fait, elle a été complètement arrasée par les inondations, parce qu'on est dans un on attend qu'il y ait vraiment Vous avez bien fait. Mais j'ai fait une composition. Non, mais vous avez bien musicale. fait de diviser en. Mais je voulais écrire un morceau de musique. Vous avez que 5 lignes, il faut 5. Hein. Prenez un bande plus grand. Non, mais on ne peut pas le jouer parce que l'instrument n'existe plus. Ça demande combien d'années? Ça se transmet de père en fils depuis le néolithique, ça. C'est mieux, mais je peux toujours garder la tradition. Donc, je vais peaufiner mon arête. Donc ça c'est intéressant parce qu'on a un indice sur cet éléphant syrien qui montre que c'est un très très grand animal et actuellement il y a des éléments d'ossements, j'ai pu rapporter quelques fragments de vertèbres qui étaient cassés pour les donner, pour faire des analyses ADN parce que sur des choses comme ça, bien entendu qu'on est prêt à faire des recherches ADN pour savoir est-ce que c'est un animal africain ou est-ce que c'est un animal indien, enfin d'origine indienne. Est-ce que la lignée de mon spécimen archéologique et donc la filiation est une filiation africaine ou une filiation asiatique parce que ça remet aussi en question certains types d'échanges qui pouvaient se faire soit avec un continent, soit avec l'autre.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que c'est Des ça? coquillages, je me demande des fois. C'est des poteries, surtout des poteries, on a des coquillages. Et du coup, qu'est-ce que tout l'ensemble ça représente? Une tombe. On vient de fouiller une tombe. D'accord? On vient de fouiller une tombe néolithique. Et nous, on a pris un exemple de la vallée du Rhône. L'optimum, c'est qu'elles se chevauchent chacune pour que chaque photo soit recouverte de la précédente de 2 tiers. À peu près, ouais. Donc il faut mitrailler pas mal. On couvre son terrain. Et avant ça, on a disposé au sol des repères. Donc quand on est un peu à une altitude un peu élevée, on utilise des assiettes de pique-nique en plastique qui sont très bien sur les photos. Et après sur les photos, ça représente que quelques pixels, donc ça c'est parfait. Ce qui fait qu'on va pouvoir lui dire, cet endroit-là, ça a telle coordonnée. Et les coordonnées, on les relève avec un appareil comme celui-ci par exemple, un GPS différentiel, qui a une précision qui est de l'ordre du centimètre, un petit peu plus. Donc ensuite, on fait la même manip que ce qu'on a fait dehors. Donc il va bâtir, vous voyez, c'est un maillage, un modèle 3D du terrain. Et après, à partir de là, on va pouvoir en sortir ce qu'on appelle une orthophoto, c'est-à-dire c'est une photo comme si chaque point de la photo avait été pris à la verticale. Et donc c'est parfaitement superposable à tout autre élément qui aurait été relevé sur le terrain et dont on va faire appui. Tablette.